Ville historique d'une exceptionnelle richesse architecturale et patrimoniale, Cracovie est l'une des villes qui a compté dans la vie de Copernic. Le grand astronome n'y est pourtant pas né, pas plus qu'il n'y est mort. Ce n'est pas ici non plus qu'il a étudié et écrit son fameux système de l'héliocentrisme. Pourtant, les quelques années passées par Copernic dans cette ville ont joué un rôle que l'on peut supposer essentiel, puisque c'est ici qu'il découvre et apprend ses premières notions d'astronomie en tant qu'étudiant au Collegium Maius, l'université de Cracovie. Grâce à Marguerite Taborska, directrice adjointe du Collegium Maius, je découvre la richesse patrimoniale de cette université et tout particulièrement la salle Copernic, véritable salle du trésor où sont conservés des souvenirs évoquant la mémoire de l'illustre astronome. Là, on arrive à un vrai trésor, là aussi. L'un de ces trésors patrimoniaux est le globe Jagiellon. Une reproduction agrandie de ce globe est présentée. L'intérêt de cet objet, réalisé vers 1510, est sa cartographie, où, pour la première fois sur un globe, le continent découvert par Christophe Colomb est représenté avec l'inscription d'Amérique. Cet objet nous rappelle ainsi que Nicolas Copernic est un jeune étudiant inconnu du Collegium Maius au moment même où Christophe Colomb traverse l'Amérique lors de son premier voyage en 1492. La connaissance de l'Amérique. Il n'y a pas l'Amérique. Non. Le troisième instrument de Martin Bilica, c'est le globe de ciel, l'astrolabe et le torpedo. Les instruments présentés dans cette salle sont exceptionnels. L'astrolabe est d'une très grande beauté et ses dimensions impressionnantes. Tous ces outils d'observation astronomique sont naturellement sans optique et servent à mesurer la hauteur des astres dans le ciel. Ces outils astronomiques n'ont pas appartenu à Copernic, mais ont été offerts au Collegium Maius en 1494. L'arrivée de ce matériel fut un tel événement que le recteur de l'université décida de donner une journée de cours aux étudiants afin qu'ils puissent venir admirer ce trésor scientifique. Parmi ces étudiants, Nicolas Copernic est donc venu contempler ces outils avec lesquels il est fort probable qu'il ait appris la science de l'astronomie. Et là, c'est un astrolabe arabe. Oui, c'est l'astrolabe en 11e siècle. C'est le plus ancien instrument dans notre pays, en Pologne. En Pologne. Le plus ancien instrument. Il est absolument magnifique. Marguerite Taborska me montre la reproduction agrandie du livre d'inscription de l'université, prouvant la présence de Copernic en tant qu'étudiant dans les années 1490. 1492. Et ici, c'est 32 positions. C'est Nicolas Copernic. Nicolas, le fils de Nicolas. Le souvenir le plus précieux de Copernic au Collegium est le manuscrit de son ouvrage, le Revolutionibus. Si ce document exceptionnel est invisible, car précieusement conservé dans un coffre, un facsimilé est présenté dans la salle Copernic du Collegium. Le facsimilé de Revolutionibus. L'ouvrage est ouvert sur la page la plus célèbre, celle montrant le dessin réalisé de la main même de Copernic et représentant le monde planétaire, centré sur le Soleil. Cet ouvrage, publié en 1543, est à l'origine de l'une des plus importantes révolutions scientifiques de l'histoire, appelée aujourd'hui la révolution copernicienne. La première partie de notre voyage, celle du pèlerinage scientifique, est terminée. C'est un véritable parcours initiatique dans l'histoire de l'astronomie que nous venons de vivre entre Paris et Cracovie. Maintenant, il ne s'agit plus de vivre les éclipses par procuration à travers des récits d'observations historiques, mais d'être nous-mêmes spectateurs de cet événement cosmique. Plus de 100 heures de train vont être nécessaires pour atteindre Novosibirsk, entrecoupées par une pause de 24 heures à Moscou. Au bout du quai de la gare de Moscou, Louise Pahin nous attend. Louise
est une jeune étudiante de la faculté de lettres de Nantes qui vient de terminer une année d'échange universitaire à Moscou. On y va ? On y va. Alors, Qu'est-ce que vous voulez faire ? Elle va désormais nous accompagner et être notre traductrice. Après une nuit de repos, nous n'aurons que quelques heures pour découvrir la place rouge. La lune nous offre alors un petit clin d'œil au-dessus des tours du Kremlin. Elle matérialise le compte à rebours cosmique et nous rappelle qu'il ne reste plus que 6 jours exactement avant le spectacle de l'éclipse tant attendue. Enfin, à 16h20 heure de Moscou, le transsibérien démarre. Le voyage entre dans une nouvelle dimension. Durant plus de 2 jours et plusieurs milliers de kilomètres, nous traversons 3 fuseaux horaires et des paysages à n'en plus finir. Nous prenons très vite le rythme du transsibérien. Lors de notre première nuit, en me réveillant vers 6 heures du matin, je distingue la lune par la fenêtre de notre cabine. Sa forme de croissant prouve que nous ne sommes plus qu'à quelques jours de l'éclipse. Nous allons vers un rendez-vous commun, moi dans ce train à 100 km/h et elle à 4000 km/h dans l'espace. Notre dernière journée de transsibérien se fait en partie sous la pluie. Le moral descend, tel un baromètre. Serait-il possible que nous ayons fait tous ces kilomètres pour ne pas voir l'éclipse ? Le lundi 28 juillet, à 15h précise heure de Moscou, soit 18h heure locale, le transsibérien arrête sa course dans la gare de Novosibirsk avec une ponctualité digne d'un roman de Jules Verne. Nous ne passerons que peu de temps dans cette ville gigantesque de près d'1,5 million d'habitants. Nous allons à une trentaine de kilomètres au sein d'une cité des sciences modèle de l'époque soviétique, Akademgorodok. Nous sommes accueillis par Sergueï Vodopianov, professeur de mathématiques d'université, qui nous loge dans un appartement. Le rire si communicatif de Sergueï va désormais nous accompagner durant toute la préparation de l'éclipse. À présent, toute notre énergie va être consacrée à la recherche d'un site d'observation de l'éclipse totale de soleil. Un néophyte peut difficilement imaginer combien le choix d'un site de qualité pour une telle prise de vue est essentiel et angoissant. Il est en effet hors de question pour moi d'observer un tel phénomène dans n'importe quelle condition, car ma démarche de photographe impose de trouver un paysage permettant d'y inclure, le jour J, l'image du phénomène céleste. Chaque repérage de site s'accompagne donc de mesures et de calculs afin de tenir compte des paramètres de l'éclipse pour déterminer la position du Soleil dans le ciel. Pour notre premier repérage, Sergueï nous amène sur une petite colline surplombant la mer d'Ob, gigantesque lac sibérien. j'aime beaucoup. Ce que je trouve très agréable, c'est qu'on est à une bonne hauteur et on a des arbres en premier plan. Pour un premier site, ouais, pas mal non plus. Quand je fais une recherche de site,
Когда я ищу место. Jusqu'au dernier moment, j'essaye de voir le maximum de sites А, pour me décider au dernier moment du bon site. он хочет много-много мест посетить и в конце концов выбрать самый лучший. Конечно, правильно, все верно. Celui-ci, pour l'instant, est vraiment un bon site. Тот место очень хорошо. Mais peut-être que demain, un autre site va... Может быть, завтра Ce premier site est d'une grande beauté et semble en effet parfaitement convenir à mon programme de prise de vue. Par précaution, je souhaite visiter d'autres lieux. Durant 3 jours, nous allons ainsi sillonner cette région de la Sibérie à la recherche du site idéal pour observer l'éclipse du 1er août. Entre l'île et là où il est en ce moment. Mais c'est très nettement moins intéressant. Et Et tu ce qui pourras est, voir ce la qui est mer. très très beau quand même du point de vue, c'est que l'autre se découpe. Tu vois? L'autre île en fait. Ouais, l'autre île. Du fait qu'on surplombe, Ouais, on voit l'île et on voit le lac continuer derrière. Ah, C'est magnifique. Ce qui, là, de toute évidence, ne sera pas le cas.